la course cette semaine, les reportages nous proviennent de Mongolie intérieure, de Tchécoslovaquie, de Beyrouth au Liban, de la frontière hongroise et yougoslave, de Micronésie et de l'Éthiopie. Alors bonsoir, soyez tous les bienvenus à l'émission. Eh bien, ce soir, comme jury, nous avons composé notre premier trio, ce qui veut dire que nous avons réuni 3 personnes reconnues dans un domaine. Et puis on peut dire que ce soir, le cinéma est à l'honneur. Nous avons le plaisir d'accueillir André Melançon. Bonsoir André. Bonsoir. Cinéaste, scénariste, comédien. André qu'on sollicite depuis 4 ans à peu près pour venir à la course. C'est un nom qui revenait souvent dans les suggestions de nos candidats et il et nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Également Geneviève Lefebvre, scénariste, bonsoir. Comme scénario, il y a déjà eu Les Amazones de Pierre Mignot. Vous avez déjà travaillé avec André aussi pour Pierrot, l'été des secrets. Il y a déjà eu Solo de Paul Baillargeon. Puis en ce moment, il y a quoi? Il y a Les Chiens Sales. Les Chiens Sales. C'est un projet qui aboutira bientôt? J'espère avoir terminé une première version pour Noël. Pour Noël? Oui. Ah bon, on vous le souhaite, ce sera un cadeau. Et puis pour compléter le trio, Marcel Leboeuf. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Comédien, homme de théâtre, de télévision, de cinéma, qui a déjà aussi travaillé avec André pour Rafale, et ça avait été toute une expérience. Et puis en ce moment, André, il y a ce qui justifie cette nouvelle tête. Oui, c'est ça, ma nouvelle coupe de cheveux. Je tourne actuellement sur Au nom du Père et du Fils, qui est une série de 13 émissions d'1 heure, où je vais jouer un personnage assez spécial. Assez spécial, hein? Bon, d'accord. Alors, vous aurez compris que c'est André Melançon qui reçoit ses amis aujourd'hui à l'émission. Il n'y a aucun de nos 2 juges permanents avec nous, Jean-Pierre Mars ou Anne-Claire Poirier. On en retrouve un la semaine prochaine. 3e semaine de course, c'est encore tout jeune, mais déjà on peut dire qu'il y a des coups de cœur et surtout des chocs culturels. Je ne vous parle pas de maladie, je vous dirai simplement qu'ils ont tous eu déjà leur petite tourista. Là-dessus, place au reportage. Alors de Beijing, où il se trouvait la semaine dernière, Pierre s'est tapé 14 heures de train pour se rendre jusqu'à Oot, principale ville de Mongolie intérieure. Et pendant le trajet, il a commandé de la nourriture. Ne comprenant rien au menu, il en a tellement commandé qu'il a pu en offrir à tous les passagers du wagon. Rendu sur place, 12 heures d'attente pour un interprète qui ne s'est jamais présenté. Alors la principale difficulté, c'est la communication. Personne ne parle anglais ou français. Son guide ne parle que le mongol. Ensemble, ils sont partis en Jeep pour un périple de 600 km à une vitesse moyenne de 40 km/h. Ils se sont dirigés vers le nord, vers le désert de Gobi, dans les steppes, et Pierre a passé 3 jours chez les nomades. Il y a de ces miroirs de l'âme, desquels on aimerait pouvoir s'effacer.
Qu'étais-je venu faire sinon vouloir être assez loin pour être ailleurs? N'avais-je pensé à la distance des regards, à la poésie des gestes? Pourquoi alors vouloir le sens des paroles quand on a la musique des mots? Je suis assis parmi vous, une autre journée rendue au temps. J'étais juste passé vous voir. Moi, j'aime ce film-là. Ce que j'aime le plus, bon, il y a un début assez incroyable. C'est-à-dire, les premières images nous permettent vraiment de rentrer dans ce lieu géographique, l'espace. Ce type-là, vraiment le sens de l'image. Oui. Tu disais tantôt qu'il n'avait jamais touché une caméra, bien, il y a sûrement des grosses possibilités. La frustration que j'ai, c'est plus au niveau de la structure, du rythme de ça. Je trouve qu'il y a une présence très belle. D'ailleurs, il donne son intention dès le point de départ, essayer de s'effacer pour regarder. Il y a une présence aux gens, on le sent à travers les images. À la fin, ça devient un petit peu plus lourd pour moi. Et j'ai eu de la misère à comprendre son commentaire. Et je trouve qu'à la fin, ça s'alourdit un petit peu, alors que c'était vraiment très ouvert au début. C'est très beau, ça commence très, très bien. Combien? 16. 16. Geneviève. Moi, j'ai trouvé ces images très respectueuses des gens qu'il a filmés. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment splendide, c'est très beau. J'ai aussi un peu de misère avec le commentaire de la fin. Parce que? Parce que ça vient alourdir ce qu'il y avait, ce qui Il était aurait pas fait le installé carnet? au départ. Ouais. Comme ça. Combien, Geneviève? 16 aussi. 16 aussi. Et Marcel? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime quand on nous montre des choses où on parle pas trop. Bien souvent, les images valent 1000 mots. C'est pas toujours le cas, mais dans le cas présent, surtout l'image du début, la hutte au début, tout ça, l'espace. Puis j'aime bien, moi, quand on nous apporte à réfléchir au moment où on le visionne. Et à un moment donné, tu te dis, mais ces gens-là, comment est-ce qu'ils font pour chauffer tout ça? Et puis que tout à coup, ils ramassent le gratin, tout ça. Bon. Et puis on donne combien maintenant? Alors on donne 17. On donne 17. 49 pour Passage de Pierre Deslandes. À tout de suite. Moi qui pensais que la déportation, c'était du passé. Après le Portugal, Violaine s'est rendue au pays de son amoureux, la Hongrie, où elle avait donc plusieurs contacts à Budapest, la capitale, mais personne ne parlait français. Elle a eu l'idée de faire quelque chose sur les cow-boys, les tziganes, étant donné que le pays est une immense plaine, mais ça n'a pas fonctionné. À l'agence France Presse, on lui a parlé d'une prison pour les illégaux, impossible d'y entrer. Alors finalement, après avoir obtenu l'autorisation, elle s'est retrouvée à la frontière yougoslave où vivent dans l'attente 2000 réfugiés musulmans, serbes et croates. Ben, si les Yougoslaves s'entendent mieux du côté nord de la frontière, pourquoi on ne déplacerait pas la frontière un peu plus au sud? Protirani smo od strane Četnika, oni su nas iselili. Bili smo u Loznici mjesec i po dana. I tu smo isto tražili zahtjev da idemo u Austriju. Nije nam bilo dozvoljeno i ovdje su nas prebacili u ovaj tabor. Ne znam kako se zove. Vaincus, chassés, déportés, ils sont ici en attendant, ils sont ici en espérant un retour chez soi, peut-être un asile à l'ouest, au cas où. Ils sont 2000 aujourd'hui à attendre à Nagyatad. Il en a déjà passé 30 000 ici et des centaines de milliers dans toute la Hongrie. Ja sam Alić Metin, ovo mi je supruga, ovo mi je šćerka, ovo mi je otac, a ovo mi je mati. Apet Hasanović iz Odžaka, ovo mi je supruga, Anka iz Odžaka su obadvoje, djece nemamo. Ovdje sam sam, porodica mi je rasuta, ne znam gdje, već 3 mjeseca, ima za jedne ne znam, ali pa za jedno ne znam, već 5. mjesec. Ils nous disent qu'avant, ils étaient des frères, qu'aujourd'hui, ici, ils ne forment qu'une seule et grande famille. Ils sont musulmans, croates, hongrois, albanais et même serbes. On s'étonne de les voir prendre une bière ensemble au village quand à peine quelques kilomètres, ils s'entretuent.
Što se tiče radnika, mislim i građana, nisam imao nikakvog problema. Što se tiče građana, pobjegli od agresora, četnika, koji su napadali i nas, Srbe, kao koji smo pošteni, i muslimane kao i Hrvate. Željela bi da se, mislim, tim liderima sudi što prije i da bi i ja učestvala u tom suđenju, da ja kažem šta god za to. Došli su Srbi da nas isele, da bi oni zauzeli, da oni svoje ljude nasele, da bude etnički čisto srpsko mjesto. Mi smo napustili, eto, došli smo tu da i naseli su i Zenice i koje na još mjesto je. Ils ont tout perdu et ils attendent. Ils attendent quelque chose qui n'existe peut-être même plus. Une patrie, un village, une maison. J'ai aimé beaucoup la qualité de son traitement, son point de vue qui nous dit que la déportation, les résultats de la déportation sont toujours les mêmes. Je trouve son commentaire un petit peu confus, par contre, si on n'est pas très au courant de ce qui se passe. De la situation. On est un peu perdu. Par contre, pour le reste, ça va. Ces images sont bien. Ouais. Et ça donne combien? 13. 13. Oui, Marcel. Moi, j'aime bien quand dans un reportage, on réussit, puis je pense que c'est gagné, quand on réussit à donner de l'émotion du sujet qu'on traite, de par des regards des gens, ou ne serait-ce que dans les hésitations, des fois, de ce que... Et tu as retrouvé l'émotion ici? Moi, à certains moments, oui. Pas tout le temps, mais moi aussi, au niveau du propos, vers la fin, j'aurais aimé savoir, c'est incroyable de savoir que des Serbes, que des Croates, tout ça, soient parqués à une place, puis qu'on repeuple les villages, mais j'aurais aimé savoir, bon, pourquoi on repeuplait, avec qui dans certains villages. Bon, bref, 15. D'accord, André. Moi, je suis d'accord avec Marcel. Le choix du sujet est intéressant, surtout que c'est d'actualité, puis qu'on a des nouvelles plus ou moins, on arrive mal à faire le point. Le choix du sujet est intéressant. Je trouve ça par moments un peu maladroit au niveau de la caméra, mais j'ai l'impression que comme elle s'approche quand même de ce sujet d'ici encore un ou deux films, il y a des très beaux moments d'émotion. Je suis d'accord avec Marcel et Geneviève. Et ça donne combien, André? Un petit peu à cause de la maladresse, tout ça, moi je lui donne 15. 15, ce qui fait donc un total de 43 pour Prisonnier de nulle part de Violaine Gagnon. C'est la première fois que Patrick sort du pays et il s'amuse beaucoup. Je me permets de le citer, je commence à me sentir moins niaiseux. Son plus grand plaisir, c'est de se retrouver face à des écriteaux qu'il ne comprend pas et d'essayer de communiquer avec les gens, soit avec les mains ou encore avec les yeux. Il est très stimulé, il se sent très bien. En banlieue de Prague, il s'est intéressé au plus grand abattoir d'Europe de l'Est. Au sujet de Prague, il nous a dit que c'était toujours une belle ville, mais trop belle pour un cœur seul. En quelques instants, vous serez témoin d'une déclaration d'amour solennelle de Don Patrak à sa dulcinée. 3, 2, 1, je t'aime. Au début du 14e siècle, le royaume tchèque, alors en guerre, en demanda le secours des bouchers sur le champ de bataille. Ceux-ci ne firent ni une ni deux avant de tailler en morceaux l'ennemi. Le roi Charles IV décréta des privilèges spéciaux pour les bouchers du royaume, considérés à partir de ce moment appartenant à un rang élevé de la société pour le travail important qu'ils accomplissent. Le Massokombinat de Pisnice est le plus grand abattoir de la Tchécoslovaquie, un des plus grands de l'Europe de l'Est. Le complexe s'étend sur 30 hectares, 900 personnes y produisent plus de 32 000 tonnes de porc et de bœuf par année,
et 300 apprentis étudient dans les locaux de classe le métier qui sera le leur, près du gymnase, de la piscine, du projet de logement en cage de lapin. La propagande datée du complexe parle de créer un environnement sain et solide qui servira comme preuve convaincante de la supériorité du système socialiste. Pour le moment, 25% de la viande produite tombe sous les standards de qualité de l'industrie tchécoslovaque. Takovou práci se mi líbí, že měl jsem rád krev, no, mám jí rád doposovat. No, já jsem původně měl jít na něco jiného, ale rodiče mě tady tomu jako ne dohnali, ale říkali si, když je to, tak jsem šel sem. Jusqu'en 89, les Tchécoslovaques étaient les 3e plus grands mangeurs de viande au monde, seul pays de l'Est figurant dans la liste des 10 premiers. Ils sont maintenant 12e, le prix de la viande ayant doublé. Les Polonais reprochent aux Tchèques leur manque de spiritualité et leur intérêt pour la panse. C'est faux, le Tchèque est spirituel dans le rire, une saucisse à la main. Mais le gargantuesque des Tchèques ne se limite pas à la consommation ou au respect du boucher. Fritz-Stensky, un lutteur très connu ici, était boucher. Dvorak était boucher. Les ouvriers du Massocombinat parlent d'une section pure et impure, l'impureté étant liée à l'arrivée et à l'exécution des animaux. Comme si tout devait d'abord passer par une purification. On dit le porc intelligent, on dit qu'il sent venir le moment de l'électrocution, qu'il peut faire un infractus si les bouchers ne sont pas prudents. La viande est alors plus bonne, l'élevage a été une perte. L'Ouest n'est pas très loin, surtout pour Prague, il s'agit d'être patient. Des étudiants ayant manifesté contre l'invasion nazie avaient été mis au camp de concentration. Ils ont gardé le moral et ils y montaient des comédies. Le bloc de l'Est tombe en morceaux, le pays se divise, on rira en attendant, même si l'Ouest n'est pas la fin des problèmes. On servira encore de la viande à l'animal mascotte des ouvriers. Et le bœuf, Marcel, qu'en penses-tu? Moi, je dis que ça doit être plate de venir au monde cochon. Non, je trouve qu'il y a des images assez saisissantes. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, encore une fois, quand je dis qu'on laisse souvent l'image parler, il faut faire confiance à nos images, des fois. Puis avec la musique, entre autres, il y a une image, à un moment donné, où on sent que le cochon est accroché après une patte, ouais, va monter. La là, panique, là, ouais. Il y a des images assez... Alors, moi, je donne 17. 17, oui, André. J'aime beaucoup ça. C'est un film que de la viande. Hein. La viande autour de l'os, hein? C'est un film intelligent, c'est un film qui a de l'humour, il y a une vision quasiment poétique. C'était pas évident au point de départ avec ce sujet-là. Pas du tout. Un très beau rythme, un commentaire qui vient en contrepoint, qui vient pas décrire ce qu'on voit, mais qui vient jouer en contrepoint. Un très, très beau film pour moi. Et 18. 18. Ouais. Pour moi aussi, un très beau film, je suis d'accord avec ces messieurs. Le commentaire est instructif et intéressant. Les images sont très cinématographiques, très fortes. Il y a un point de vue personnel et pertinent en même temps. Ça donne 18 pour un total de 53 pour Morceau de Patrick Demers. Alors
voici l'un des points de vue qui s'offrait à Sophie qui a eu le coup de foudre pour la Micronésie. C'est un ensemble de petites îles perdues dans le nord du Pacifique entre le Japon et Hawaï. Un endroit où il fait bon vivre, où elle était la seule touriste, la girl from Canada. Elle a eu droit à une déclaration d'amour en règle d'un type de l'endroit, un gentleman. Ça a duré quelque chose comme 5 heures, mais ça ne l'a pas empêché de tourner un film. Alors, je voulais absolument venir à Chuuk, parce qu'on y trouve des îles paradisiaques. Mais j'avais aussi lu que le taux de suicide est très élevé. Ben là, je comprends pas, hein? Taux de suicide élevé, île du paradis? En tout cas, je sais pas si j'ai compris, mais j'ai regardé, et puis j'ai vu. Lorsqu'il eut soif, il grimpa le long du cocotier, s'abreuver aux fruits du ciel. Lorsqu'il sentit son cœur vibrer, il s'éleva, au-delà de son être, hurler les cris de sa passion. Chuuk. Des îles où le temps n'existe pas. Des îles où il ne faut pas forcément faire quelque chose pour être quelqu'un. Des îles où il suffit d'avoir un nom. J'ai vu des moments immobiles, ralentir le flot des jours, qui coule mollement sur ces bouts de terre, prisonniers des coraux. J'ai entendu des silences infinis, figer le soleil pour permettre à la vie de respirer et savourer l'immensité de l'instant. Après 4 siècles d'attente, les Micronésiens ont retrouvé leur indépendance. Mais que faire d'une liberté avec laquelle on ne sait pas jongler? Ils écoutent passionnément les films américains, s'exilent pour aller étudier, rêvent de l'Amérique, désormais accessible. Mais la distance entre l'espoir et la réalité est encore bien grande. Le temps n'a pas été apprivoisé. Il faudra attendre. Et puis, un vent léger m'a frôlé, celui laissé par quelques mouvements. Sous peu, inconsciemment, je me suis soumise à leur cadence, celle de l'errance, qui rythme la longueur des jours. Comme eux, j'ai déplacé mon corps d'un point à un autre, sans but, simplement. Une montagne domine l'île de Wena. On l'appelle la pieuvre. Une fois la quinzaine, ses tentacules prennent vie. Ils s'ouvrent pour embrasser les autres insulaires du lagon, venus s'approvisionner. C'est le jour de la paye. C'est presque un jour de fête. C'est le temps qui se fait entendre. Et puis, discrètement, les tentacules se retireront pour laisser la tête de la pieuvre, seule, avec ses pensées, son silence et l'infini de l'horizon. Lorsqu'elle eut soif, elle lui dit qu'elle ne pouvait grimper aux arbres. Lorsqu'elle entendit son appel, elle ne comprit pas le sens de ses paroles, elle qui ne connaît que les mots de la raison. Je trouve ça un petit peu décevant. Parce que, surtout décevant parce qu'on s'attend à quelque chose de différent. Surtout, c'est un coin. Micronésie, moi, aujourd'hui, je savais pas c'était quoi. Maintenant, je sais un petit peu plus où est-ce que ça se trouve. Ouais.
On ouvre le film en parlant d'un endroit où le temps s'arrête. On dit aussi qu'il y a beaucoup de suicides. Bon, on ne vient jamais là-dessus. Mais le temps qui s'arrête, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et je me disais, il va peut-être avoir une caméra qui est beaucoup plus contemplative avec alors que c'est un traitement très nerveux, très américain, disons. Je suis un petit peu déçu. Je lui souhaite bonne chance pour la prochaine fois, mais pour cette fois-ci, moi, c'est 14. 14, d'accord. Geneviève. La même chose, je trouve que commencer avec l'idée du suicide et ensuite ne pas la poursuivre, c'est très décevant. Ces images sont assez conformistes. Par contre, j'aime beaucoup le regard qu'elle porte sur les gens. C'est assez attentif, donc 13. 13, Marcel? Ouais, moi aussi, je suis un peu à penser la même chose qu'eux. Je trouvais l'idée de départ, à savoir qu'une île dans le sud, au soleil, à la chaleur, le suicide, la piste du suicide, est-ce que c'est une mauvaise information qu'elle a eue ou est-ce que c'est par la lenteur des choses que les gens finissent par mourir à petit feu? Je sais pas. Enfin, mais je donne 14. 14, donc total 41 pour la tête de la pieuvre de Sophie Bolduc. C'est-tu possible de changer de modalité du prix d'Hydro-Québec puis de décerner à celui qui va avoir réussi à tourner un film sans électricité? Hein? C'est-tu possible? Me voyez-vous? Simon Dallaire, à Beyrouth. Alors après la France et l'Italie, Simon s'est retrouvé au Liban, à Beyrouth, la capitale, où depuis 1975, une guerre civile oppose musulmans et chrétiens. L'alimentation en électricité y est souvent interrompue et on calcule aujourd'hui qu'il y a presque autant d'exilés libanais que de gens vivant au pays. On vous présente aujourd'hui le premier des deux films qu'il a tourné là-bas grâce au contact que lui a fourni Bernard Boulague, critique de cinéma à Montréal. Malgré l'incertitude politique et l'omniprésence des soldats, eh bien, Simon a rencontré des Libanais qui ont encore le courage de sourire, des gens qui l'ont grandement bouleversé par leur gentillesse et leur foi. Pomme de dégoûté, pomme d'api, petit tapis gris, hein? Bonjour, c'est encore moi. Ça me fait plaisir de vous présenter mon film. Ah, il y a une chance que la course, ça dure juste cette semaine. Ah, Jean-Louis, c'est ça, c'est cette semaine. Pas Simon. Pas Simon, non. Non. J'avais promis à Henri qu'il aurait un rôle dans mon film. Comme plusieurs Libanais ont été bafoués depuis 2 décennies, j'ai décidé de tenir ma promesse. On raconte ici que les Américains et les grandes puissances occidentales sont responsables de la destruction du Liban, que tous, sauf les Libanais, sont coupables. Difficile à croire. Je pourrais vous dire que les problèmes entre chrétiens et musulmans datent de la nuit des temps, que les Druzes ont massacré les chrétiens au 19e siècle, que les chiites d'Hezbollah veulent implanter une république islamique au Liban et que la population chrétienne quitte le pays massivement. Je pourrais vous dire aussi qu'en plus de se battre les uns contre les autres, chrétiens et musulmans s'entretuent entre eux et que pour attiser le feu, Syriens, Juifs et Palestiniens se déchirent le territoire. Je pourrais également vous montrer certains quartiers de Beyrouth-Ouest où l'on construit des mosquées alors que plusieurs familles n'ont même pas de toit pour s'abriter. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Peut-être est-ce une question de lâcheté, mais j'ai peine à détourner mon regard du visage d'Elias. Lui qui passa des nuits entières à écouter les bombes tomber autour de sa maison. Lui qui vit son père assassiné pendant la guerre. Lui qui ne quittera jamais son pays. Je regarde ses yeux et je sais que malgré la chute de la livre libanaise, le prix de la liberté ne sera jamais assez élevé pour lui et les siens. En bordure des routes, d'où émane une odeur de pourriture, il y a de quoi nourrir les charognards du monde entier. La solution, me dit Elias, c'est probablement de séparer le pays en deux. Mais les puissances étrangères seront toujours là, les crocs affûtés et la salive aux babines. Pour un instant, je ferme les yeux et j'imagine ce que je ne veux plus voir. Il y a ici plus de voitures allemandes que d'espoirs libanais, plus d'éclats d'obus que d'éclats de rire, plus de larmes sur les joues des enfants que d'eau pour rafraîchir leurs gosiers. Au centre de la ville, le passé rit à gorge déployée de cette cité squelettique où domineront longtemps les cadavres de béton et le spectre de la guerre. Nous roulons sur des chemins chaotiques qui s'éternisent. La chaleur est insupportable. Mon esprit cartésien, s'il a déjà existé, s'est envolé. Dies irae. Je ne peux oublier le visage de ces hommes qui sourient sans savoir pourquoi. Ces
Ces hommes qui ont déjà trop pleuré. Ils ont à peine 30 ans et ils semblent être là depuis des siècles. Ces hommes, musulmans ou chrétiens, qui me rappellent qu'il y aura ici toujours trop de luttes à finir pour le nombre de combattants. Trop de sang versé pour le sang à donner. Ils me dévisagent et me racontent leur histoire. Me parlent des vieux chars soviétiques qu'ils possédaient, des Kalachnikov, des obus de 240 mm, des M48, des T-62, des doigts qu'ils ne sentent plus, du sang de leurs frères, de leurs jambes coupées par une rafale. J'ai le cœur serré, mais je ne peux qu'une chose pour eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pardonne-nous aussi nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend parti. Oui. On ne s'habitue pas aux images de Beyrouth. Puis, ce que je trouvais, c'est que son commentaire perd en objectivité parce qu'il est très, très, très parti pris. Il a été extrêmement touché par ces gens. Oui. On le gagne en émotion, donc c'est un traitement extrêmement personnel. Son commentaire est parfois, encore une fois, très engagé, donc un peu lourd. Ces images sont très belles. Et ça donne combien? Ça me donne 16. 16, Marcel. Si lui a été touché par ces gens-là, son reportage me touche aussi. Je trouve qu'il a réussi à saisir des instants de visage de gens. À la fin, les gars qui sont tous dans les chaises roulantes, tout ça, c'est assez saisissant. Dans le commentaire, il prend parti pris à la fin. Je n'étais pas tout à fait sûr à la fin du Notre Père. Ça, bon, enfin bref, je donne 16. 16. André? Mais ce film-là m'a rejoint surtout à la fin, avec les visages de ces types-là. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que je me suis rendu compte que le commentaire de ce film-là dilue l'émotion, alors que normalement, le commentaire a été écrit par quelqu'un qui était très ému. La sensation que j'ai eue, je m'excuse, oui. Le feeling que j'ai eu, c'est que le commentaire diluait l'émotion, que l'image, à certains moments donné, surtout vers la fin, pouvait charrier. Il aurait peut-être dû à vérifier comment intégrer un commentaire à sa vision des choses. Moi, je lui donne 16. 16. 48 pour compte-rendu émotif du vol 81-68 à destination de Beyrouth de notre ami Simon Dallaire. Les prix qu'il pourrait gagner cette année, le premier est un stage d'1 an à l'Office national du film, un stage d'1 an à la télévision régionale de Radio-Canada, soit en journalisme ou en télévision générale. 5 000 $ offerts par la Société Radio-Canada et un stage d'1 an en montage vidéo chez Bellevue Pâté d'une valeur de 5 000 $. Afin de permettre à un candidat de développer un projet, Téléfilm Canada offrira une bourse de 20 000 $ à celui ou celle dont le reportage se démarque par la qualité de son traitement éditorial et visuel. Et puis, il y a aussi... Prix de l'ACDI d'une valeur de 3 000 $ portant sur un aspect du développement international. Prix du CRDI d'une valeur de 3 000 $. Prix conjoint du CIAS et de l'Université de Moncton d'une valeur de 3 000 $. Prix du ministère des Communautés culturelles et de l'immigration d'une valeur de 3 000 $. Prix Hydro-Québec sur la préservation des ressources d'une valeur de 3 000 $. Prix JVC qualité de l'image d'une valeur de 3 000 $. Prix Société Radio-Canada sur la qualité du commentaire d'une valeur de 3 000 $. Prix du public La Presse d'une valeur de 2 000 $. Avant de se rendre en Afrique du Sud, Marc avait tourné un deuxième document en Éthiopie. La capitale est Addis Abeba. Il nous a dit que c'est une ville en transition. S'il ne part pas en guerre, le progrès va s'installer très rapidement. C'est à souhaiter puisque le salaire annuel moyen est en ce moment de 126 $. Marc adore son expérience. Il se dit transformé. Et ce qu'il nous présente aujourd'hui, c'est une chronique de la vie quotidienne. J'ai voulu vous présenter des vautours à l'abattoir de la ville. Malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, tout ce que je peux vous présenter, c'est un lion d'Addis Abeba. የኢትዮጵያ ቡና አፈላል ሂደት የአገራችንን ባህል ያሳውቃል። Une robe frôlant mon iris. Révélation banale. Perspective douteuse.
Comme s'éveille mon sens olfactif, s'agrège à ma vision une dimension jusqu'alors inconnue. Chaque mouvement conduit à l'harmonie. Une musique répétée quotidiennement. Le geste confère le rythme. La patience devient caisson de résonance. Une cérémonie qui devient un refuge de tous les jours, de tout temps. Un voyage à travers les âges, à la portée de chacun. Un moment pour se rappeler de ne pas oublier. Mais ne pas oublier quoi? የሀገር ባህል ልብስ አሰራር የኢትዮጵያን ባህል ብቻ ያሳውቃል። Dans la cohue du marché, de blancs filaments s'entrecroisent pour le chant des derniers potins. Ces patientes enroulades jettent les premiers jalons d'une économie parallèle. Le savoir-faire ancestral perdure aux côtés d'une mécanisation croissante, nécessitant des connaissances que trop peu d'Éthiopiens possèdent. La danse habile du coton, sous les mains des fileuses du marché, se transformera bientôt en chorégraphie dans les jardins des coopératives ouvrières. Bien que le coton provienne des régions, seule la capitale abrite des usines de transformation. Addis Abeba compte 5 associations pour la confection de la robe nationale. La coopérative la plus importante compte 900 métiers à tisser et embauche 3000 employés. Le labeur quotidien de ce tisserand produira du matériel pour vêtir 4 femmes. De retour au marché, l'esthétique ayant ses raisons, on procède à un léger maquillage. Je ne comprends toujours pas. አሁን ሂድና ትልቅ ቤተ ክርስቲያንን አድንቅ፣ የኔ ቃል ልብ ውስጥ ይግባ። Une phrase simple, mais lourde à porter. L'énigme du sphinx éthiopien se nomme proximité. Si omniprésente qu'elle est invisible. Oui. Alors, c'est un reportage qui, dans l'émotion, ne me touche pas. Mais par contre, je trouve qu'il est bien fait. Si on prenait le temps de faire notre café tous le matin, comme la dame au début, on prendrait peut-être plus le temps de vivre. Hein? Oui, puis on en prendrait peut-être juste un aussi. On en prendrait sûrement juste un parce qu'il avait l'air assez épais. Maintenant, je trouve qu'il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, ce gars-là. Le rapprochement avec tout à coup les images, la ville de Montréal, puis on revient après. Je donne 15. 15, d'accord. André? Ah, là, il va y avoir une distance, parce que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ce film-là. Mieux. Oui, j'aime ce film-là. Je trouve que c'est un, dans ceux que j'ai vus aujourd'hui, qui est vraiment très ouvert à ce qu'il va aller filmer, à cette réalité-là. Il la raconte bien. Le commentaire est à la fois informatif et humoristique. Non, c'est un beau documentaire. Pour moi, c'est 18. 18? Bravo. Geneviève, assez rapidement. Moi aussi, c'est un film qui me charme beaucoup. J'aime beaucoup le parallèle entre, à partir d'un même objet, le coton entre Montréal et l'Afrique, et le café aussi. Donc, mon appréciation, c'est 18 aussi. 18 également, donc 51 pour le pèlerinage d'un païen de Marc Roberge. Dans le journal La Presse de lundi, vous trouverez un coupon. Vous le remplissez et vous nous le retournez par la poste. Un seul coupon par enveloppe. Nous acceptons les facsimilés. Mais pas de photocopie! Et en répondant correctement à la question, 2 personnes pourraient gagner chaque semaine
Un certificat cadeau d'une valeur de 200 $ offert par Ulysse, la librairie du voyage. Vous recevrez en plus un exemplaire du livre La course Destination Monde, publié aux éditions Saint-Martin. Et ce n'est pas tout. À la fin de l'année, nous procéderons au tirage du Grand Prix du public parmi tous les coupons reçus. Et 2 personnes s'envoleront alors sur les ailes d'Air France vers Hong Kong. Ils découvriront le toit du monde avec Club Aventure Voyage, une prodigieuse route qui les conduira jusqu'à Katmandou. Un prix d'une valeur de 11 000 $. Et n'oubliez pas de voter pour le candidat de votre choix. Alors je vous signale que le coupon de participation se trouve dans la presse du lundi. À la question depuis combien de temps Islamoudine pratique-t-il son métier, il fallait répondre 45 ans. Alors félicitations aux personnes gagnantes. Cette semaine, nous vous demandons qui décréta des privilèges spéciaux pour les bouchers. Qui décréta des privilèges spéciaux pour les bouchers? Un rappel des points obtenus par les candidats aujourd'hui. 53 points à Patrick Demers, Marc Roberge 51, 49 pour Pierre Deslandes, Simon Dallaire suit très près à 48, 43 pour Violaine Gagnon et Sophie Bolduc, 41 points. Au classement général, Pierre Deslandes est toujours en première position, 98 points après 2 films, moyenne de 81,7. Ex-aequo, deuxième position, Philippe Falardeau et Patrick Demers, 95 points. Quatrième, Simon Dallaire, 2 films, 75,8 de moyenne. Cinquième, Marc Roberge, à 132 points. Sixième, Manuel Foglia, 86 points et 2 films. Violaine Gagnon est 7e et 8e position, détenue par Sophie Bolduc. Du côté des relâches maintenant, eh bien Manuel termine son séjour en Inde. Il a commencé à prendre un petit peu de retard, mais il compte se rattraper au Pakistan, qui est sa prochaine destination. Vous aimez les hommes? Vous aimez les lunettes fumées? Vous aimez les relâches? Eh bien, c'est bien ici. J'aimerais profiter de celle-là pour vous dire que je quitte dans quelques minutes pour le Pakistan et que ça m'énerve beaucoup. Je suis très inquiet. Je voudrais en profiter aussi pour dire que il ne reste pas beaucoup de temps pour vous parler. C'est court une relâche. Je voudrais juste en profiter rapidement, brièvement, pour vous dire que je m'ennuie beaucoup de vous et puis que si vous vous ennuyez autant de moi que de vous, eh bien c'est un grand pas pour l'humanité. Et puis je voudrais en profiter pour peut-être vous jouer un petit air, simplement pour vous dire que je suis tout prêt et vous bercer un peu. Ce n'est qu'un au revoir. C'est difficile de jouer de la trompette, ça paraît facile, mais c'est plus difficile que de faire des films en tout cas. Ouais, ça berce joyeusement, ça. Il y a notre ami Falardeau qui est toujours en Amérique latine, ça va bien, mais comme les autres, il a certains problèmes existentiels. C'est un être cultivé, il a une maîtrise en relations internationales, mais c'est aussi un grand sensible, ce qui donne lieu parfois à certains déchirements. Je pense qu'il faut aborder toute problématique sociale à l'aide d'un cadre théorique conceptuel qui repose à la fois sur la pensée fonctionnaliste et néo-fonctionnaliste, et même post-néo-fonctionnaliste. Non. C'est en train de manquer ta course. Vas-y avec tes tripes. T'arrives en quelque part, tu te laisses imprégner par les gens, puis tu vois ce qui se dégage de ça. C'est ça. C'est pas très rigoureux ton affaire. Comprends ceci. Toute réalité empirique doit d'abord se matérialiser dans la pensée abstraite pour que... N'écoute pas, hein. Tout ce que tu as à faire, c'est de te laisser séduire. La séduction est un exercice émotif éphémère et dangereux. Je te suggère plutôt de... Faites-vous-en pas. On travaille ensemble. C'est juste que des fois, il faut que je le remette à sa place. Bon, ben là-dessus, moi, je vous laisse la parole une dernière fois, peut-être, pour un commentaire sur ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que vous avez vu. C'est la troisième semaine, ce qu'on voit. Troisième semaine. Moi, je trouve que ça augure très, très bien pour la course cette année. Oui. Il y a des très belles choses. Ben, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si votre passage suscitera autant de réactions de la part du public, mais on se rappellera que on a eu la visite de Gilles Carle et Nathalie Petrovski, qui n'ont laissé personne indifférent jusqu'à maintenant. 99% des lettres qu'on a reçues disent quelque chose comme « on est en total désaccord avec ce qu'ils ont dit ». Bon, enfin, l'occasion pour vous est belle de jouer le jeu, justement. On prépare une émission avec jury public. C'est pour le samedi 24 octobre prochain. Vous devez être libre entre 8h et midi.
En quelques lignes, dites-nous pourquoi vous aimeriez être des nôtres en écrivant à la Société Radio-Canada, la course Destination Monde, case postale 90-80, succursale A, Montréal, H3C 3P3. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. La semaine prochaine, Manuel Foglia est à Islamabad, au Pakistan. Philippe Falardeau à Bogota, en Colombie. Pierre Deslandes, toujours en Mongolie intérieure. Patrick Demers à Katowice, en Pologne. Sophie Bolduc est au Sarawak, en Malaisie. Et Simon Dallaire est à nouveau à Beyrouth, au Liban. Là-dessus, merci de votre attention. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.